Laisse là, il enregistre. Et après, je mettais ça pour bloquer, parce que sinon je sens qu'il Bonjour à va tous. glisser. Ouais. Bonjour. Bonjour. Pour le bloquer. Tac, parfait. Bonjour. Bonjour. Ok. Donc je remercie Bruno d'avoir organisé ce topo. Donc moi, docteur, je vais me mettre en face, c'est plus simple. Hein. Docteur Ovid, moi je suis chirurgien orthopédiste au CHU de Saint-Pierre. Et tu m'as demandé de faire un topo sur les pathologies du tendon d'Achille. Bon, on a dû urgentiste, du coup j'ai refait des généralités, des choses un petit peu. La base. La première chose, c'est quand on a un patient, alors ça c'est pour de la chirurgie chronique, les principes c'est qu'il faut avoir des radios. Ça marche pas en bas. Ah, d'accord. C'est bon. Ah oui, merci Jordan. Juste, je prends la parole 10 secondes. Je te demande d'intervenir parce que, surtout sur les peut-être pathologies de Haglund, parce que nous, les tendinopathies corporeales, on va dire médecin, rééducateur, médecin du sport, on va dire qu'on y arrive à peu près, mais les Haglund, en gros, on n'y arrive pas suite au conflit ostéotendineux. Et c'est ça qu'on va voir. Et du coup, j'ai fait appel au chirurgien. Ok, donc les principes quand on prend en charge un patient dans le cadre d'une cheville en chronique, c'est d'avoir des radios, déjà des radios en charge. Il faut connaître l'anatomie du pied et surtout la morphologie. 95% des radios. Je ne sais pas si je suis la seule, mais j'entends rien du tout. Alors, est-ce que vous m'entendez? Je pense que c'est juste qu'il n'a pas eu. Tu crois? 1, 2, 1, 2. Je crois, Jordan. Ça marche pas? Toujours pas. C'est ça votre micro? Alors oui, je crois que le micro est là. Ouais, salut, moi je n'ai pas de son non plus de la conférence. Ah. Par contre, je t'entends, toi, qui parle. Moi, Bruno? Ah non, elle entend Ophélie. Non, On est déjà deux, c'est bien. Je pense que c'est parce qu'on a coupé notre micro. Non. Alors attends. Non, en fait, Altus A ou sur la barre d'espacement. t'as le lien. Activez ton programme. Attends, c'était quoi? Vas-y, clique. Non, en effet, votre micro ne fonctionne pas. Veuillez vérifier votre connexion ou utiliser un autre. Là, c'est rouge. Si tu recules dessus. Bonjour. Ne fonctionne pas. On va le faire par WhatsApp. J'ai l'impression d'être à ma thèse. C'est à peu près ça. Voilà. Là, vous nous entendez pas du tout. Mais Hein. si tu te demandes, il n'y a toujours aucun son là. Ouais. Jordan. Tac. C'est ça là, t'as cliqué là? Non. Ça c'est pas. Là, t'as cliqué? Ouais. Mais censé fonctionner. Est-ce que vous nous recevez? Et tout à l'heure, pourtant, on entendait quand on parlait avec Ah oui, c'est vrai, ouais. Monsieur Hassing. Alors du coup, ça va être un problème de... Je pense que notre micro, il est pas. Pourtant, non, il est pas coupé. Mais non, c'est pas coupé pourtant. Admettre. Attends, hop. Ouais, c'est coupé, c'est. Alors, regarde. Tiens, vas-y. Je laisse l'ingé son. Non, c'est mieux ça. Non, mais c'est mieux. Je vois pas pourquoi ça marche pas. On remet l'air, sinon on va pas savoir si ouais. Pas trop comment faire. Est-ce que vous nous entendez? Partager l'audio, c'est peut-être bon. Ouais, là, vous nous entendez ou pas? On n'entend toujours pas, non. Ah,
Je sais pas si c'est ça que tu... Ouais, si. C'est le langage sur les lèvres. Ouais, tu vas lire sur mes lèvres, Ophélie, ça va être très bien. On va faire comme ça. Je sais pas comment faire. C'est Ophélie qui parle? Oui, c'est ça. Ouais, c'est Stéphane là. Ils nous entendent là ou pas, tu crois? Oui, on vous entend, mais... Ouais, on dirait qu'ils nous entendent. Ok. Merci. Bon, je coupe le micro. Je comprends pas pourquoi ça marche. Jordan, c'était pas le bon plan de débuter la journée. Ah ouais, mais non, je suis Il vaut mieux d'accord. passer en deuxième ou troisième. Ouais. Je suis le crash test. C'est parce que c'est marqué. Vous partagez actuellement votre duo. Jean-Pierre, excuse-moi. Je sais pas, parce que personne ne nous reçoit avec le son. Est-ce que toi tu as le son ou... Ouais. Pourquoi il y a Votre un... micro ne fonctionne pas. On a un autre micro? Bon, ok. Et toi tu es branché avec... tu es branché là ou pas? Alors... Ah oui, pardon. Non, ok, ouais. Ah oui. Vas-y, mais oui. Et après, tu dois parler. Pour savoir, ouais, je sais pas pourquoi. 1, 2, 1, 2. Non, ça va marcher. Vas-y, mais oui. Voilà. Et là, vous m'entendez? Normalement, c'est bon? Personne là maintenant. Ça doit être bon. Si, normalement, c'est bon. Bah, Tu vois, on m'entend. Il y a le... Est-ce que vous nous entendez? Enfin, c'est pas très flou. Oui, on vous entend en tout cas, c'est bien. Ah. Non, a priori, on nous aura un temps, ouais. Donc, on a résolu le problème, ouais. Ok, ouais, mais tu peux rester comme ça. Je te remercie beaucoup, désolé encore Didier, je te remercie pour tout. Ça marche. Alors, j'espère que tout le monde nous entend. Ok. Je vais essayer de parler doucement et d'être le plus clair possible. Donc on va faire un topo sur les pathologies du tendon d'Achille et puis surtout sur les pathologies de talalgie postérieure. On va faire un petit rappel rapide sur des principes de base. Donc quand les patients ont des pathologies chroniques comme ça, de la cheville, et il est hyper important d'avoir des radiographies en charge pour bien comprendre l'anatomie de la cheville, savoir si on est en face d'un pied creux ou un pied plat. 90% des patients n'ont jamais eu ces radios alors qu'ils sont suivis depuis des années. Autre principe, il faut ne pas opérer, si possible, des patients qui sont fumeurs ou diabétiques non contrôlés, parce qu'on arrive à des catastrophes comme vous avez à droite, avec des nécroses cutanées, et après on est obligé de faire des lambeaux. Donc ça c'est l'autre principe. Si les gens veulent être opérés, il faut qu'ils arrêtent de fumer, et il faut qu'ils contrôlent leur diabète, sinon c'est le drame. Au niveau de l'anatomie, le tendon d'Achille s'inscrit en fait dans un complexe suro-achilléen plantaire. Il n'est pas tout seul. Alors suro, c'est pour le triceps sural, c'est le muscle solaire et deux gastrocnémiens qui vont se terminer par le tendon d'Achille. Et en fait, le calcanéum, il faut bien s'imaginer que ce n'est qu'une poulie de réflexion du tendon d'Achille qui va se terminer par l'aponévrose plantaire. Et il ne faut pas raisonner en tendon d'Achille, mais plutôt dans ce complexe, parce que si on a des raideurs de ce tendon, eh bien finalement c'est des raideurs de ce complexe. Donc comment on analyse ce complexe? Eh bien ça s'analyse. Hop, je vais me mettre là. C'est très simple, hein. On va faire un examen en décubitus dorsal, jambes tendues, on va analyser si on a une flexion dorsale, et après on va analyser, donc là on analyse les gastrocnémiens, et après on va se mettre jambes fléchies, et on va analyser le solaire. Pourquoi c'est très important? Parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y a des patients qui ont une raideur. Une raideur de système suro-achillo-plantaire, et c'est ce qu'on appelle le signe de Sieverts-Kjöhl. En fait, c'est des patients qui naturellement ont un équinisme en extension de jambe. Et ça entraîne de grosses complications parce que si on est en équin en extension de jambe, eh bien on va surcharger tout ce système, notamment l'avant-pied. Ça peut donner des algus valgus, des algus limitidus, des métatarsialgies, des mortones. Il y a beaucoup de patients qui ont des aponévrosites plantaires, en fait, ils ont simplement une raideur de système suro-achillo-plantaire. Les tendinopathies corporeales, c'est beaucoup de patients qui ont une raideur à ce niveau-là. Et parfois les patients ils se plaignent simplement des crampes du mollet. Donc c'est hyper important de bien détecter ça, parce que parfois simplement avec des exercices de kiné, on arrive à s'en sortir. Le problème c'est que c'est de la rééducation, c'est très long, il faut compter 4-6 mois.
de rééducation quotidienne. Les gens doivent le faire 3 fois par jour pour espérer avoir un résultat. Et puis si on est en échec, à ce moment-là, on peut faire des chirurgies, éventuellement d'allongement de ce complexe. Mais voilà, il ne faut pas raisonner uniquement en tendon d'Achille. Bon, je refais rapidement sur la rupture du tendon d'Achille, parce qu'on a nos collègues qui sont urgentistes. Le diagnostic, il est clinique et il ne nécessite aucun examen paraclinique. Pourquoi? Parce que si on commence à faire une échographie, il faut s'imaginer, bon, je vais vous montrer comme ça, il faut imaginer que le tendon d'Achille, ce n'est pas une corde qui pète avec 2 bouts qui partent de chaque côté, c'est un ensemble de fibres, et en fait, quand ils viennent à casser, il y a des fibres qui restent en continuité, et si vous demandez une échographie à votre radiologue, dans 100% des cas, il va vous mettre que c'est une rupture partielle, alors que c'est une rupture complète, parce que lui, il va avoir une continuité tendineuse, alors qu'il n'y en a plus de manière biomécanique. Donc, c'est un examen clinique. On peut les traiter de 2 manières différentes, hein, soit chirurgicale, soit orthopédique. Traitement orthopédique, on va plutôt le réserver à des patients diabétiques ou avec nombreuses comorbidités. Le signe de Thompson, c'est ça. Quand on presse le mollet, on voit qu'on a une mobilité au niveau de la cheville. Donc ça marche. Et de l'autre côté, eh ben, il n'y a rien. Et si vous avez ça, votre tendon est rompu, il n'y a pas besoin de faire une IRM, une écho, rien du tout. C'est un signe clinique. Et puis l'autre signe clinique, c'est qu'on voit sur la vidéo qu'il y a une perte de l'équin physiologique naturellement. En fait, il y a un petit équin. Et bien, quand le tendon d'Achille est rompu, le pied est à 90 degrés, ce qu'on appelle le signe de Brunet-Gage. Hop. Donc il y a 3 manières de les opérer, soit à ciel ouvert, soit percutané, soit mini-invasif. Personnellement, je fais du percutané parce que c'est plus rapide, que les gens ils peuvent se rééduquer à partir de 3 semaines et que ça donne d'excellents résultats. Et surtout, on n'a pas de souci cutané, étant donné qu'on fait des toutes petites incisions, on n'a pas de problème de cicatrisation. Un petit point 2 secondes sur les ruptures chroniques du tendon d'Achille. Il y a des patients du coup qui sont étiquetés à rupture partielle, traités par les médecins traitants, à tort. Et le problème, c'est qu'ils vont cicatriser, et cicatrisent avec une rupture du tendon d'Achille qui n'est pas opéré, vont cicatriser de manière distendue. Et qui dit de manière distendue, le bras de levier va être trop important, il va avoir une perte de la propulsion et une impossibilité à se mettre sur la pointe des pieds. Et puis quand on fait l'examen clinique, en fait, on se rend compte qu'ils ont une flexion dorsale beaucoup plus importante. Alors ça, c'est un peu le drame parce que quand on a des ruptures chroniques du tendon d'Achille, c'est très très compliqué à traiter. La plupart du temps, c'est des ruptures qui sont soit négligées par le patient, soit qui n'ont pas été pris en charge initialement. Et en fait, il va falloir s'intéresser au gap entre les 2 moignons tendineux. C'est des chirurgies qui sont très délabrantes et qui ne donnent pas de très bons résultats. Et depuis plusieurs années, en fait, il y a des techniques endoscopiques, ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu ce qui se fait maintenant en chirurgie de la cheville, ce qui a un peu révolutionné les prises en charge, avec notamment le transfert du long fléchisseur de l'orteil. Hop, je vous mets une petite vidéo. Le but, c'est d'aller prendre le long fléchisseur de l'orteil à l'arrière de la cheville, de venir le détacher et en fait faire un transfert tendineux. Pourquoi faire un transfert tendineux? Parce que aborder le tendon d'Achille pour venir faire un raccourcissement, ça demande de très grosses chirurgies avec un délabrement cutané important et malheureusement la peau de la cheville elle cicatrise mal. Donc ça on va pouvoir le faire sous endoscopie, c'est-à-dire prélever ce tendon. Je vais avancer rapidement la vidéo. Hop. Venir faire un trou dans le calcanéum et puis venir transférer ce tendon. Alors avec une petite vis d'interférence, ça c'est le labo qui veut nous vendre son produit. Et voilà, on le transfère ici et on met la vis. Tac. Avec une petite encre. Et le but de faire ça, en fait, c'est de le faire par des voies mini-invasives. Alors comment on fait ça? Hop. Eh bien, on va mettre l'arthroscope, on va faire une endoscopie postérieure. On fait des petits trous à l'arrière de la cheville et on va venir travailler à travers ces petits trous. Alors, ce n'est pas une arthroscopie parce qu'on n'est pas dans l'articulation, mais c'est une endoscopie postérieure. Donc là, on a à l'arrière de l'articulation. Le tendon que vous voyez là, en fait, c'est lui, c'est le long fléchisseur de l'hallux qu'on voit très bien par cette technique et on va venir le libérer. Hop. Ensuite, on va venir le libérer pour lui donner de la longueur. Donc c'est ce qu'il fait, il va remonter très haut. Tac. Alors les vidéos ne sont pas de moi parce que malheureusement on ne peut pas filmer les colonnes d'arthroscopie au CHU. Hop. Alors je vais vous avancer. Ensuite, on va venir réaliser un tunnel au niveau du calcanéum. Tac. Voilà. Hop. Donc vous voyez que c'est fait que par des petites incisions. Et ensuite on va venir prendre ce tendon, le prélever. Donc on le prélève avec soit un bistouri, soit une autre lame. Le but ça va être de le sortir. On va le couper en entier. Tac. On le prélève et puis on va le sortir à la peau et on va le préparer en fait comme un ligament croisé. On va faire un faux filage à l'extérieur. Donc vous voyez qu'on a fait que des petites cicatrices. Et ça, c'est le gros avantage de ces techniques. C'est qu'on va pouvoir opérer même des patients âgés avec des problèmes cicatriciels parce que le fait d'avoir des toutes petites incisions, on n'a pas ce souci-là. Et ensuite, on va repasser le tendon dans le trou qu'on a fait. Tac. Donc il y a un petit jeu de fil un peu comme dans l'épaule.
oui, ça n'a pas fait démarrer la vidéo. Bon, tant pis. Et ensuite, on rentre le tendon. Hop là. À l'intérieur. Et on vient mettre une vis d'interférence. Alors, on pourrait penser qu'en prélevant, du coup, on prélève le tendon du long fléchisseur de l'hallux, qu'il y a un déficit fonctionnel. Et bien en fait, non. Parce qu'il y a des connexions qui se font avec le fléchisseur court des orteils et les gens n'ont pas de déficit fonctionnel. Ils ont simplement une légère perte de force à la flexion de l'hallux, mais ils n'ont aucun déficit fonctionnel. Donc ça, c'est des choses qui sont développées actuellement et qui marchent très très bien et qui permettent d'opérer des patients âgés de rupture chronique du tendon d'Achille, alors qu'avant, ces gens, on les laissait dans la nature, on leur disait on pouvait rien faire pour eux. Donc là, on a transféré et ça va être du coup ce long fléchisseur de l'hallux qui va prendre le relais pour le bras de levier. Donc voilà, un petit mot juste sur les ruptures chroniques du tendon d'Achille. Les tendinopathie corporeale, bon, je vais rapidement, c'est avant tout un traitement médical, donc ça donne souvent des très gros tendons avec des très gros nodules, ça peut être accompagné de fissuration, il faut faire un traitement médical de première intention, de la rééducation, du stade-niche, des ongles de choc, un étirement de cette chaîne, parce que je vous ai dit que le complexe suro-achilléo-plantaire, souvent il est raide, et il faut étirer ce système, des semelles, de la perte de poids, des infiltrations, il faut faire attention aux infiltrations dans les tendons. Et malheureusement, parfois, ça résiste. Alors, on peut proposer de la chirurgie à ces patients. Historiquement, on proposait un peignage, c'est-à-dire un abord du tendon, où on venait faire des lacérations dans le tendon. Le but, c'était de venir redonner de la vascularisation au tendon. Et puis, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs choses qui rentrent en compte, notamment le plantaire grêle. C'est ce petit tendon qui est à côté du tendon d'Achille et qui peut donner une inflammation chronique. Et on s'est rendu compte qu'en faisant une section de ce plantaire grêle, finalement, on avait de bons résultats. Et c'est un peu la même chose. On s'est dit pourquoi le faire à ciel ouvert alors qu'on peut le faire sous endoscopie. Et on a développé des techniques endoscopiques. Alors là, c'est même plus une endoscopie, c'est une tendinoscopie. C'est-à-dire qu'on va venir mettre la caméra dans la gaine du tendon d'Achille. Alors ça se fait très bien. Donc là, vous avez un exemple sur cette vidéo avec un très gros nodule, une très grosse tendinopathie d'Achille. On installe le patient en décubitus ventral et puis on va venir faire une tendinoscopie, donc une arthroscopie, mais dans la gaine du tendon. Donc on va venir faire une petite incision en regard du tendon, venir faire une petite chambre de travail, et puis on va placer la gaine, le mandrin de l'arthroscope, dans le tendon d'Achille. Et là, du coup, ce qu'on voit, c'est le tendon d'Achille. Et on va pouvoir venir faire une voie accessoire, et finalement faire tout ce qu'on faisait avant, en ciel ouvert, le faire uniquement par des petites voies. Et l'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas de soucis cutanés, et puis qu'on peut faire la même chose qu'on le faisait à ciel ouvert. Donc on va faire la même chose qu'on faisait, donc une ténolyse et une résection de l'inflammation. Donc là, on a mis un shaver, le même shaver qu'on met pour faire de l'arthroscopie de genou ou d'épaule, venir enlever tout le tissu inflammatoire. On va venir trouver le tendon plantaire grêle qui se trouve là, hop, on le voit très très bien. Voilà. Et puis, vu qu'on pense qu'il est responsable d'une partie de la symptomatologie, on va venir le sectionner. Donc, c'est pas très compliqué. On prend une pince d'assiette comme quand on fait de la chirurgie pour les ménisques. Alors, c'est dommage que ça passe pas en haut. Si je mets un peu plus, peut-être ça démarre. Non. Oh non, les vidéos ne vont pas passer en haut, ça va bien. Alors, on va repartir. C'est moi qui ai... Donc on était là. Donc on va sectionner le plantaire grêle. Donc ça, on le fait par des toutes petites voies. Et puis avant, ce qu'on faisait, c'est des peignages. Et le peignage, finalement, on va pouvoir le faire. Donc là, on peut faire une ténolyse. On peut même voir en ventral le tendon. On peut faire tout le tour du tendon. Et puis on va pouvoir venir, avec une petite lame, faire un peignage comme on faisait avant. Donc là, c'est un autre exemple. Le but de ça, c'est toujours de faire la même chose qu'on faisait à ciel ouvert, mais par des petites incisions. Et de ne pas avoir de soucis cutanés, parce que si vous avez un souci cutané au niveau de la peau du tendon d'Achille, malheureusement ça peut être le drame. Et là on va faire un peignage, exactement ce qu'on faisait à ciel ouvert, et on peut même voir qu'on traverse tout le tendon, et qu'on voit au bout la loge musculaire, et on le fait sous le contrôle de la vue, et ça marche plutôt pas mal. Alors bien entendu, c'est des patients qui sont en échec d'un traitement médical, il ne faut pas faire ça à la première tendinopathie corporelle qu'on voit, parce que ça n'a pas d'intérêt, et on peut même faire des injections de PRP, c'est pour... Voilà, dans le même temps, on voit où on le met. Alors vous me direz, ça peut être dilué dans le liquide, je vous l'accorde. Puis ensuite, on leur met une botte de marche avec un appui autorisé. Ça, c'est un patient à 1 mois. On les fait marcher tout de suite dessus, mais sous couvert d'une botte de marche pendant 1 mois. Donc voilà, les choses un petit peu qui ont évolué. Ensuite, maintenant, on va parler, c'est pourquoi je suis venu, de la maladie de Haglund et de tendinopathie d'insertion. Alors, il faut savoir que
en fait, ça se regroupe sous un terme, c'est finalement les thalalgies postérieures. Les thalalgies postérieures, c'est quoi? C'est les douleurs localisées, on regarde la tubérosité postérieure du calcanéum. Souvent des douleurs à la marche ou au chaussage, et qui se déclenchent à la pratique sportive essentiellement. Alors à la palpation, on fait une palpation tubérositaire et préaquiléenne, et souvent il y a des signes locaux un petit peu importants avec de la rougeur, de la tuméfaction. Et par contre, on n'a pas de signe de discontinuité tendineuse. Si les patients ont des ruptures, malheureusement, à force, ça ne rentre pas dans le cadre du topo, mais je vous montrerai éventuellement ce qu'on peut faire. Donc, finalement, dans ce terme de thalalgie postérieure, il y a deux entités. Il y a la maladie de Haglund et il y a tout ce qui est tendinopathie d'insertion de l'anthèse. Donc la maladie de Haglund, c'est quoi? C'est finalement le conflit mécanique entre une tubérosité postérieure du calcanéum proéminente et le tendon d'Achille, alors que la tendinopathie d'insertion, c'est un processus qui est dégénératif. Et en fait, ça va être une dégénérescence de l'insertion du tendon d'Achille. Et vous verrez que finalement, les choses elles sont très intriquées et que c'est plutôt un continuum entre les deux. Alors la thalalgie postérieure, le Haglund, on a dit, c'est un conflit mécanique entre la tubérosité postérieure et la distalité du tendon, et c'est favorisé par un chaussage très rigide, surtout avec les chaussures à contrefort rigide. Ça a été décrit chez les aristocrates autrichiens qui portaient des chaussures, je pense, quasiment en bois, et du coup qui avaient un contrefort très rigide, et donc le contrefort appuie sur le tendon d'Achille, qui appuie lui-même sur la tubérosité du calcanéum, et qui entraîne des douleurs et une inflammation. C'est vraiment à différencier de la tendinopathie d'insertion, qui est plutôt un processus dégénératif, qu'on rencontre chez des patients avec des sollicitations tendineuses importantes. C'est des patients qui sont coureurs souvent et qui peut se développer dans un contexte un peu d'obésité, d'HTA. La physiopathologie de la maladie de Haglund, c'est ça. Vous voyez qu'on a là une IRM, une radiographie plutôt, avec une tubérosité postérieure du calcanéum qui est très proéminente, et que quand on va être en flexion dorsale à l'approche du pas, et bien finalement il va y avoir un conflit à cet endroit-là. Et ce conflit va entraîner des douleurs, et c'est ce qu'on voit bien dans le déroulé du pas. C'est à la première phase du pas, et à la troisième phase, ça va se décomprimer. Les patients vont nous dire à chaque fois que je marche, eh bien ça fait mal, et c'est à ce niveau-là. Ça, on va pouvoir, c'est très intéressant de faire des échographies, parce qu'en fait les échographies, on va pouvoir l'inflammation, et surtout on va pouvoir voir éventuellement des ruptures de la face profonde du tendon d'Achille, parce qu'à force d'appuyer, finalement ça va rompre cette partie-là, et ça on le voit très 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 bien sous échographie. Et puis on va voir également une hypervascularisation réactionnelle, donc ça va pouvoir nous donner encore plus d'informations. Donc au niveau physiopathologique, c'est pas exactement la même chose. On a dit que le Haglund c'était un conflit mécanique, donc ça donne souvent des bursites, c'est des signes locaux qui sont importants, un œdème tubérositaire, alors que la tendinopathie d'insertion, c'est plutôt une modification intratendineuse, une dégénérescence. Et ça, c'est plutôt sur des patients jeunes. Le but, ça va être de voir les critères distincts, parce que parfois, c'est pas aussi simple. C'est pas un patient jeune qui a ça, puis le patient plus âgé qui a l'autre symptôme, et souvent des symptômes qui sont un peu intriqués. Alors, il va falloir faire le point sur le terrain, les examens paracliniques également. Alors, le terrain, typiquement, le Haglund chez la femme jeune, potentiellement qui porte des chaussures à contrefort rigide, sans antécédent particulier, et c'est une douleur au chaussage. Alors à la Réunion, on n'en a pas trop parce que les gens marchent avec des sandales, mais en métropole, il y en a des tonnes et des tonnes, parce que plus le chaussage est rigide et plus on a ce problème-là. La topographie, elle va être une douleur plutôt postérolatérale et avec des signes inflammatoires locaux assez importants. Il y a des rougeurs, il y a des douleurs, et il peut y avoir une bursite qui est très importante. A l'inverse, la tendinopathie d'insertion, c'est plutôt le patient d'âge mûr, sans antécédent particulier, qui fait souvent un peu de sport, de la course à pied, et vous allez voir que ce n'est pas la même topographie, et c'est des signes locaux qui sont souvent plus discrets, il n'y a pas autant de bursite, il n'y a pas autant d'inflammation, et initialement c'est souvent pris en charge comme une tendinopathie corporéale, qui elles souvent répondent très bien au traitement médical, mais malheureusement les tendinopathies d'insertion, elles répondent pas très très bien au traitement médical, et on va pouvoir faire des choses. À l'examen clinique, on va pouvoir un peu cerner les deux choses. On a dit que la maladie de Haglund, ça va être finalement la tubérosité postérolatérale du calcanéum qui va comprimer sur le tendon d'Achille. Eh bien, on va avoir une douleur à la palpation de cette tubérosité, parce qu'en fait, on va redéclencher le conflit. On va redéclencher le chaussage, et les patients vont nous dire en appuyant à la partie postérolatérale de la tubérosité du calcanéum, oui, j'ai mal ici. Alors que l'anthésopathie d'insertion, ça va être au niveau de l'insertion du calcanéum, et c'est une douleur de l'anthèse, donc c'est une douleur qui est plutôt médiane et postérieure, et quand on appuie à ce niveau-là, les gens ils ont mal. Et puis ça peut être accompagné de bursites. Les bursites, elles ont c'est plutôt des douleurs para-achilléennes un peu supérieures, qui peuvent être enflammées, soit dans un contexte de maladie de Haglund ou d'anthésopathie d'insertion.
Donc déjà, à l'examen clinique, on va pouvoir faire un petit peu la part des choses. Ensuite, il faut éliminer des diagnostics différentiels. Il y a des patients qui vont être étiquetés Haglund ou anthésopathie d'insertion et qui vont avoir autre chose. Il faut éliminer des anomalies morphostatiques du pied très importantes. Des tendinopathies corporeales, parfois, qui peuvent être passées un peu à côté, des conflits postérieurs de la cheville, ça je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais il y a pas mal de patients qui ont des conflits postérieurs de la cheville, et en fait on leur dit qu'ils ont des tendinopathies d'Achille, alors que non, ils ont des vrais conflits. Je vous ai montré comment on examine un conflit postérieur de la cheville, c'est très important. Et éventuellement des thalalgies plantaires, des patients, pareil, qui ont des petites aponevrosites plantaires avec des douleurs plantaires, on va leur dire que c'est une tendinopathie corporeale, mais non, c'est plutôt une anthésopathie d'insertion. Alors il faut examiner les patients. Bon, pour les troubles morphostatiques, souvent c'est des patients neuro avec des gros pieds cambrés, donc là on n'a pas trop de soucis. Mais parfois le conflit postérieur de la cheville, il passe un peu inaperçu. L'examen clinique du conflit postérieur de la cheville, il n'est pas très compliqué, il faut simplement recréer le conflit. Donc il faut y aller un peu franco, on fait un test d'impaction. Donc on va venir prendre la cheville et on va recréer l'impaction du conflit. Et là, clairement, si votre patient il a mal en faisant ça, ce n'est pas une tendinopathie d'Achille, c'est un conflit postérieur. Et vous pouvez le traiter médicalement aussi longtemps que vous voudrez, ça ne marchera jamais. Et ces patients, il faut leur faire des résections, je vous remontre, il faut vraiment leur faire ça, des impactions. Et en fait, en tournant la cheville, on va venir sensibiliser, on va faire comme un grinding test, on va venir sensibiliser la douleur. Donc ça, c'est très important, parce qu'il y a des patients qui sont en errance un petit peu de prise en charge, qui traînent des conflits postérieurs de la cheville depuis très longtemps, sachant que ça donne de très bons résultats chirurgicaux et que ce n'est pas très compliqué à opérer. Donc comme on l'a dit, comme je l'ai dit au début, on parle de la cheville, et si on parle de la cheville, il faut avoir des radios en charge. Il y a deux radios, c'est des patients qui viennent pour la même chose, qui n'ont jamais eu de radio avant, en charge, et vous voyez qu'en fait c'est absolument pas le même pied. À gauche, vous avez un pied qui est plutôt un pied pas plat ni creux, mais par contre avec une tubérosité du calcanéum qui est très 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 importante. Alors que de l'autre côté, finalement, chez cette patiente, elle a un pied creux très important, mais finalement sa tubérosité, elle n'est pas si importante que ça, c'est plutôt un problème finalement de verticalité du calcanéum. Et le problème de verticalité du calcanéum va faire que sa tubérosité, elle va devenir symptomatique. Mais finalement, il ne faut pas leur proposer le même traitement parce que sinon ça ne va pas marcher. Donc très très important, il faut que ces patients aient des radiographies en charge, il faut se battre avec les radiologues qui ne veulent jamais les faire, mais il faut se battre parce que sinon on ne peut pas les prendre en charge correctement. Il faut qu'ils aient un arrière-pied cerclé de Méhari pour voir si on n'a pas un varus ou un valgus. Et sur les radiographies de profil, comme je vous disais, il faut regarder la pente du calcanéum. C'est très important parce qu'un calcanéum qui va être vertical, finalement, il va venir sensibiliser une tubérosité du calcanéum qui n'est pas forcément très proéminente. Il faut regarder également la longueur du calcanéum pour pouvoir donner le bon traitement. Vous verrez que c'est très important parce que ça ne va pas être le même traitement. On l'a dit, l'échographie elle est très importante. On va pouvoir voir des signes d'inflammation, des signes d'hypervascularisation, des ruptures de la face antérieure à l'échographie, on le voit très bien avec le conflit, des bursites, des ossifications et des fissures. Donc ça c'est très important. Pareil, il faut aller vers un échographiste qui soit entraîné parce que sinon on a tout et n'importe quoi, très opérateur dépendant. Il faut faire une IRM. L'IRM elle va être très importante parce qu'elle va nous donner une idée de la qualité tendineuse. On va pouvoir voir des hypersénèles intratendineux, des fissures, des ruptures, des ossifications. Et ça va permettre de pouvoir donner aux patients une prise en charge adaptée, parce que si on a un tendon de très mauvaise qualité, on va plutôt s'orienter vers telle ou telle procédure. Donc il faut avoir une IRM de bonne qualité. Et vous voyez que tous ces patients viennent pour la même chose, mais que toutes les IRM sont différentes. Là, celui-ci, il a une rupture de la face profonde du tendon d'Achille qui peut être assimilée sur un Haglund vieilli, alors que celui-ci, par contre, a une fissure importante dans le corps. Celui-ci va avoir plutôt une ossification et celui-ci, il a une très grosse ossification, il a quasiment le tendon qui est en train de se décrocher. Mais tous ces patients viennent pour la même symptomatologie étiquetée maladie de Haglund ou anthésopathie d'insertion. Premièrement, il faut commencer toujours, on est en chirurgie, mais il faut commencer par un traitement qui est conservateur. Ce traitement, il doit être systématique, il doit être fait de manière correcte et il doit durer entre 4 et 6 mois. On commence par des antalgiques, des AINS. Ce qui est très important, finalement, c'est une talonnette. Parce que si vous mettez une talonnette, eh bien, ça va venir décomprimer ce phénomène de pression entre la tubérosité du calcanéum et le chaussage, ici qu'on voit très bien. La seule problématique, c'est qu'à La Réunion, les gens sont en savate ou en sandales la plupart du temps. Donc les gens, au niveau de la semelle, l'observance, elle est très très faible. Et finalement, même quand on prescrit des semelles, c'est très compliqué. Les gens ne les portent pas tous les jours et c'est normal. Donc malheureusement, on a moins bons résultats qu'en métropole. On peut faire éventuellement des infiltrations dans la bourse. Ça, il faut faire attention, les infiltrations, il faut que ce soit quelqu'un